Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo d'enseignement scientifique destinée aux premières. Nous allons attaquer un nouveau thème, le Soleil, notre source d'énergie, et un nouveau chapitre dans ce thème, le rayonnement solaire. Alors nous, on perçoit de la lumière provenant du Soleil. Cette lumière est une onde électromagnétique que l'on va déterminer à partir de sa longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux motifs ou la longueur d'un motif. Si tu veux un parallèle, quand tu as étudié le son, on t'a parlé de la période qui est la durée d'un motif, et bien la longueur d'onde, c'est la distance, la longueur mesurée en mètres d'un motif. Alors, nous, on voit différentes couleurs, allant du violet jusqu'au rouge, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Mais les ondes électromagnétiques ne s'arrêtent pas que là. On peut avoir des longueurs d'onde beaucoup plus courtes, vers les rayons gamma, avec 0,01 nanomètres, ou des longueurs d'onde bien plus grandes, allant jusqu'au kilomètre pour les ondes radio. Alors le Soleil émet dans toutes ces longueurs d'onde, mais principalement dans l'infrarouge, le visible et dans l'ultraviolet. Voyons maintenant d'où provient l'énergie que nous recevons du Soleil. Le Soleil, c'est l'étoile la plus proche de nous, c'est notre principale source d'énergie à la surface de la Terre. Donc le Soleil et les autres étoiles produisent de l'énergie et ce par fusion nucléaire, principalement la fusion nucléaire de l'hydrogène. Voyons ce que c'est que cette fusion nucléaire. Eh bien la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe quand on prend plusieurs petits atomes, là des noyaux d'hydrogène, et qu'on les combine pour en ressortir un noyau plus gros. Donc la fusion nucléaire de l'hydrogène, on prend 4 noyaux d'hydrogène qui vont donner un noyau d'hélium, de neutrons, de neutrinos et de rayons gamma. Elle va pouvoir s'écrire sous cette forme ici. 4 noyaux d'hydrogène donnent un hélium plus 2 positrons. On fait la différence entre le positron et l'électron parce que la charge ici est positive, de rayons gamma et de neutrinos. On peut observer que le nombre de charges et le nombre de masses entre le début de la réaction et la fin de la réaction n'ont pas changé. Alors, pour information, le positron, c'est un anti-électron, c'est un électron qui est chargé positivement. Le neutrino, quant à lui, eh bien, c'est une petite particule neutre, très très légère et très difficile à capter. Alors maintenant, si on observe cette réaction, notamment les réactifs et les produits, on peut observer que les réactifs sont légèrement plus lourds que les produits. Et ça, c'est un peu le contraire de ce qu'on t'a dit depuis que tu es au collège. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, on a perdu de la matière. Eh bien, en fait, elle s'est transformée. Et c'est cette transformation qui va créer l'énergie que nous envoie le Soleil. Et on la comprend à l'aide de la relation d'Einstein, E égale mc carré, avec c carré, c'est la vitesse de la lumière. Et bien en fait, la masse perdue s'est transformée en énergie en rayons gamma. Et maintenant, sans transition aucune, voyons ce qu'est un corps noir et quel est le lien entre un corps noir et la température d'une étoile comme celle du Soleil. Alors un corps noir, comme c'est écrit, eh bien c'est un corps qui absorbe toutes les radiations électromagnétiques qu'il reçoit. Aucune réflexion n'est possible. Si on envoie un rayon lumineux sur un corps noir, il va l'absorber. C'est en fait l'opposé d'un miroir parfait qui, lui, renvoie, réfléchit toutes les ondes électromagnétiques qu'il reçoit. Alors, un corps noir, ça a une autre caractéristique, c'est qu'il va pouvoir émettre un rayonnement électromagnétique, je dis bien émettre et non pas réfléchir, et le rayonnement électromagnétique qu'il émet ne dépend que de la température du corps noir. C'est la loi de Planck. Alors pour bien comprendre, on va observer deux étoiles.
une à la température T1 et l'autre à la température T2, et observer leur spectre. Donc en rouge, le spectre de l'étoile à la température T1 et en vert, le spectre de l'étoile à la température T2. Déjà, on peut observer que les deux spectres lumineux ne sont pas les mêmes, ils ne se ressemblent pas. Comment on a étudié et construit un spectre comme ça? Eh bien, on va avoir au niveau des abscisses la longueur d'onde qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la longueur d'un motif, avec ici à gauche les longueurs d'onde faibles, petites, les petits motifs, et à droite les grands motifs. Et là, l'intensité, ça va être la quantité d'ondes lumineuses que l'on reçoit pour chaque longueur d'onde. Donc là, on peut observer que pour la courbe rouge, on reçoit une petite intensité, une petite quantité d'ondes lumineuses, et que la longueur d'onde maximale, là où l'intensité est la maximale, est assez grande. À l'inverse, pour la courbe verte, l'intensité est très importante, le corps va briller fortement, il va émettre beaucoup de lumière comparé au corps T1. Par contre, la longueur d'onde lambda max 2 est plus petite que la longueur d'onde lambda max 1. Donc on voit bien, ça c'est la loi de Planck, que chaque corps va émettre un rayonnement et que ce rayonnement dépend de la température du corps. Et je ne l'ai pas précisé, mais je te le dis maintenant, le Soleil et les étoiles sont considérés comme des corps noirs. Et alors là, on peut voir la loi de Vienne qui va mettre en relation le lambda max, ici, c'est-à-dire la longueur d'onde où l'intensité est la plus grande, et la température de surface de l'étoile, puisque lambda max fois la température de surface du corps noir ou de notre étoile, c'est une constante. Donc si on observe nos étoiles ici, on sait que lambda max 1 fois T1, c'est une constante, 2,8989 fois 10 puissance moins 3. Lambda max 2 fois T2, c'est égal aussi à la même constante, 2,8989 fois 10 puissance moins 3. Donc lambda max 1 fois T1 est égal à lambda max 2 fois T2. Et du coup, comme lambda max 1 est plus grand que lambda max 2, et bien du coup, T1 sera plus petit que T2. Et grâce à ça, on sait observer à distance, déterminer la température des étoiles. C'est pas la peine de se rendre sur place et de faire un prélèvement de matière ou d'y mettre le thermomètre. Non, on regarde la lumière qui vient des étoiles. Avec des outils, on est capable de construire le spectre de l'étoile. On repère le lambda max et on détermine avec une simple division la température de l'étoile. Donc on a vu qu'une étoile émettait de la lumière, de l'énergie sous forme de radiation électromagnétique à cause des réactions de fusion nucléaire, que les ondes électromagnétiques dépendaient de la température de l'étoile. Maintenant on va voir quelle puissance nous on reçoit du Soleil à la surface de la Terre et quels sont les paramètres terrestres qui vont influencer sur la puissance radiative du Soleil. Alors déjà, qu'on soit clair entre nous, la puissance en général, pour la puissance du Soleil, mais ça peut être pour toutes les puissances, c'est l'énergie reçue par seconde. C'est la quantité d'énergie qu'on reçoit chaque seconde du Soleil. Et donc la puissance radiative perçue par une surface plane dépend de l'angle d'incidence des rayons sur cette surface. On prend un exemple avec un panneau solaire perpendiculaire aux rayons solaires, on voit qu'il capte tous les rayons solaires, il va capter un maximum d'énergie. Par contre, si on incline, on va perdre des rayons solaires, et même si la surface du panneau solaire n'a pas changé, il produira moins de lumière. Donc il faut retenir, ça c'est important pour la suite, que la puissance radiative perçue par une surface plane dépend de l'angle d'incidence des rayons sur cette surface. Et ça va nous intéresser pour la rotation de la Terre.
Alors, comme tu le sais, la Terre tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Par contre, elle tourne sur elle-même avec un axe de rotation par rapport à son déplacement autour du Soleil. Et ça va pouvoir expliquer les saisons. Donc là, observons la Terre avec un rayon solaire qui arrive au niveau de l'équateur, donc avec ici la partie jour et de l'autre côté la partie non éclairée qui sera dans la nuit. Et on observe un ensoleillement très important au niveau de l'équateur. Si je prends ce même rayon solaire et que je le décale et dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, mais de la même distance par rapport à l'équateur, on va observer que la surface au niveau de l'hémisphère nord est plus grande que la surface éclairée au niveau de l'hémisphère sud. Que l'angle ici au niveau de l'hémisphère nord est plus aigu que l'angle au niveau de l'hémisphère sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, au niveau de l'hémisphère nord, la puissance sera plus faible qu'au niveau de l'hémisphère sud. Et bien ça, c'est parce qu'on est en hiver dans ce cas-là dans l'hémisphère nord et en été dans l'hémisphère sud. Et qu'est-ce qui se passe 6 mois après? La Terre tourne autour du Soleil, fait un demi-tour, et là, l'axe de rotation, lui, par contre, n'a pas bougé. On fait la même expérience de pensée, et on voit que là, le rayon éclairé, et il y a plus de puissance dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, puisque la surface est plus petite dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, puisque là on a un angle à 90 degrés alors que là on a un angle plus aigu. Et là, eh bien, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.